Dans le Lot-et-Garonne, l'affaire des reclus de Montflanquin fait froid dans le dos. Une famille entière retenue dans leur château et soumise au bon vouloir d'un seul homme. Alors comment ce manipulateur est-il parvenu à tromper toute une famille pendant 10 ans? C'est un procès attendu depuis plus de 10 ans. Un procès pour faire la lumière sur une histoire invraisemblable. Celle d'une famille qui a vécu enfermée, coupée du monde pendant 10 ans sous l'emprise d'un homme. Cet homme, Thierry Tilly, comparé depuis ce matin devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour abus de faiblesse. 10 ans que le mystère plane sur les membres de cette famille d'aristocrates fortunés du sud-ouest de la France. Des personnes éduquées qui auraient subi une véritable manipulation mentale. Enfin libres, ils racontent leur histoire pour la première fois. Il m'a vraiment réduite en état de sous-homme, je dois avouer, et j'en ai honte. Comment cet homme est-il entré dans leur vie? Pourquoi, les uns après les autres, lui ont-ils accordé leur confiance? Pour moi, Thierry, c'était tout. Tout passait par lui. De quelle manière sont-ils tombés sous son emprise, au point de le laisser diriger leur vie et de tout accepter de Thierry Tilly? Les ordres, la réclusion et les humiliations. On a un pistolet psychologique sur la tempe. On devient paranoïaque, c'est-à-dire qu'on a peur de tout, on regarde partout d'où peut venir un danger quelconque. Thierry Tilly est-il un escroc, un gourou? Quel était son mobile? L'argent, une religion, une idéologie? Voici le récit de ceux que l'on a appelés les reclus de Montflanquin. L'incroyable histoire de la famille de Védrine, c'est d'abord une rencontre entre une femme de tête, Guylaine de Védrine, et un homme, Thierry Tilly, qui l'aurait peu à peu soumise à sa volonté. Tout commence à Paris en 1997. Guylaine Marchand a un projet ambitieux, sauver l'école privée où sa fille fait ses études supérieures. Une école dont la réputation s'éternit et que Guylaine Marchand veut rénover. Un des parents d'élèves, avocat de profession, lui recommande alors un certain Thierry Tilly. Il a fallu que cette école prenne un air de jeune parce qu'elle était vraiment sale. Donc on entend parler de Thierry Tilly qui est représentant ou dirige une entreprise de nettoyage. Et pendant l'été, l'école est nettoyée de fond en comble. Thierry Tilly fait bonne impression à Guylaine Marchand. L'homme est serviable et affable. Elle va donc à nouveau faire appel à lui, toujours sur recommandation de son ami avocat. Mais cette fois, pour travailler sur des dossiers juridiques. Et il va à nouveau se montrer très efficace. Un dossier est réglé, 2 dossiers réglés. Et puis, je commence à trouver qu'effectivement, ce monsieur nous aide. Et puis, je commence à lui donner crédit à ce qu'il fait, avant de lui donner ma confiance. Il devient un organisateur, et puis surtout, il arrive à devenir irremplaçable. Dès que Guylaine Marchand a un problème, Thierry Tilly le règle, la rassure et la soulage. Elle finit par l'embaucher et peu à peu s'en remet à lui. Thierry Tilly devient... Il était de fait mon assistant, et c'est ce qu'il disait à tout le monde. Quand il ne disait pas qu'il était directeur de l'école, il a pris le pouvoir sur tout. Sa technique, c'est en quelque sorte d'apparaître comme celui qui sait tout, qui devine tout, qui a toujours la meilleure solution, et donc tout cela au service de son emprise. C'est vraiment de lui que vient l'éclairage, que vient la vérité. Il sait tout, il peut tout, et c'est l'homme providentiel. Au fil des mois, l'influence de Thierry Tilly va s'étendre à la vie privée de Guylaine Marchand. Car il n'aurait pas choisi cette femme au hasard. Guylaine est issue d'une riche famille du Sud-Ouest, les de Védrine,
une famille d'aristocrates argentés. C'est une cible de choix. Il pressent que donc, ce sont des gens fortunés et qu'en même temps, le fait qu'ils soient un petit peu coupés du reste de la population, ça les rend vulnérables. Après Guylaine, c'est son frère cadet, Charles-Henri, qui va rencontrer Thierry Tilly. Le premier contact s'effectue par téléphone au sujet d'un problème de succession. Et à l'issue de ce coup de téléphone, Charles-Henri a été séduit. Il a eu confiance en Thierry Tilly. Ce qui a renforcé ma propre confiance. Quelques mois plus tard, au cours de l'été 2000, Tilly rencontre finalement tous les membres de la famille de Védrine, réunis au Grand Complet à Montflanquin, en Lot-et-Garonne. C'est le fief des de Védrine. Ils y sont implantés depuis 3 siècles. Et c'est là que se trouve leur château, le château de Martel. Cet été-là, outre Guylaine et Jean Marchand, Thierry Tilly côtoie donc Charles-Henri et Christine, son épouse, ainsi que leurs 3 enfants. Mais aussi Philippe, le frère aîné de Guylaine, et Brigitte, sa compagne. Et enfin Guillemette, la grand-mère. Tilly observe alors attentivement la famille de Védrine. Et il va accumuler tous les détails les plus scabreux, les plus intimes, sur chacun des membres de la famille. Et comme un ordinateur, il imprime. Il a tissé sa toile, et chacun est englué dans cette toile, n'est plus qu'une marionnette. Et c'est à partir de cet instant-là que tout a fonctionné, et que tout s'est mis en place. Intelligent et cultivé, Thierry Tilly est à l'aise au château. Rapidement, il noue des liens de confiance avec chacun des membres de la famille de Védrine. Monsieur Tilly est un sujet d'intelligence supérieure, doté d'une mémoire remarquable et qui a un petit peu le don de pressentir quel est l'interlocuteur en face de lui. Tilly se montre notamment très à l'écoute d'Amaury, l'un des fils de Charles-Henri. J'avais un mal-être existentiel, je faisais une crise d'adolescent, voilà, même si j'avais 18-20 ans, j'étais vraiment pas bien. Tout le monde le savait dans ma famille, notamment ma tante Guylaine qui est ma marraine. Et donc elle lui a demandé de m'aider. Et monsieur Tilly a bien évidemment accepté. Les de Védrine sont sous le charme de ce personnage qui semble se mettre à leur service. Tous, sauf un homme, Jean Marchand, le mari de Guylaine. Il trouve que certains propos de Tilly sont pour le moins surprenants. Très vite, il m'a dit qu'il travaillait dans l'intelligence économique. C'est un sujet que je connaissais un peu. Ce qu'il m'en a dit vraiment ne tenait pas debout. Et puis enfin, ne l'oublions pas, il m'a dit en fin d'après-midi qu'il était agent secret. Jean Marchand fait part de ses doutes à Guylaine. Mais celle-ci a toute confiance en Tilly, qu'il l'a si bien aidé à remettre sur pied son école. À partir du moment où je lui ai donné ma confiance, c'est qu'effectivement j'estimais qu'il était plein de compétences, qu'il avait un carnet d'adresse et que c'était l'âme de la situation. Sauf que, là où j'étais très mal, c'est que Jean n'adhérait pas à ça. Ce qui a commencé à nous opposer, Jean et moi. Thierry Tilly se sentant démasqué, il aurait alors instillé le doute dans l'esprit de Guylaine sur son mari. Il lui laisse entendre que Jean la trompe et qu'il veut les abandonner, elle et leurs 2 enfants, pour refaire sa vie aux États-Unis. Une femme trompée par son mari, c'est la dernière qui le sait. Donc il s'est présenté comme quelqu'un en qui on a confiance et le copain qui vient te dire « Attends, maintenant fais attention parce que là, là il te trompe ». Tilly serait allé encore plus loin dans ses accusations à l'encontre de Jean Marchand. Il affirme à Guylaine que son mari serait aussi membre d'une secte liée à la franc-maçonnerie. Elle décide d'expulser Jean Marchand, Manu Militari, dans une mise en scène extrêmement étrange. Mon épouse arrive au pied de notre escalier que j'étais en train de descendre pour aller à sa rencontre.
elle me jette aux pieds un bouquet de fleurs séchées et un gant de jardin en me disant « Voici les signes de ton réseau maléfique que j'ai trouvé dans notre jardin de Fontenay-sous-Bois, notre maison de Paris. Tu as une demi-heure pour faire tes bagages et quitter cette maison. » Jean Marchand est abasourdi. Il ignore à ce moment-là que Guylaine agit sur ordre de Thierry Tilly. D'abord, il m'avait expliqué que mon mari était malade donc, et qu'il ne fallait surtout pas que je sois avec lui tant qu'il n'acceptait pas de se soigner et qu'il allait au final nous tuer, mes enfants et moi. Guillemette et moi, nous l'avons vu, nous étions à l'intérieur de notre maison, Jean arrive dans la cour de notre maison, on était pétrifiés. Jean Marchand est mis dehors en septembre 2001. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. En regagnant sa maison parisienne, il constate que les serrures ont été changées et que ses comptes bancaires ont été vidés par Guylaine. Jean Marchand découvre alors sur l'ordinateur familial des emails que Thierry Tilly a adressés à son épouse. Leur contenu le laisse sans voix. Je trouve un document qui sont tout simplement les instructions que Tilly a envoyées à Guylaine le matin du 7 septembre en décrivant très très exactement le mode opératoire qu'elle doit utiliser pour m'expulser. Les mots qu'elle doit prononcer, les gestes qu'elle doit faire. Le bouquet de fleurs séchées, le gant de jardin, plus les mots, les phrases. Thierry Tilly aurait donc orchestré son expulsion. Pour Jean Marchand, cela ne fait plus aucun doute. Sa femme est tombée sous l'emprise de Thierry Tilly dans une sorte de dérive sectaire. Si vous prenez les manières de fonctionner d'une secte et puis ce que Tilly applique, vous retrouvez pratiquement tous les mêmes points. À l'exception d'un seul qui est important, bien sûr, c'est qu'il n'y aura pas de revendication religieuse ou philosophique. Mais tout le reste y est. La diabolisation, par exemple, progressive, mais totale, de nos proches, de nos amis, des membres de la famille. Pour moi, cela ne fait aucun doute, il s'agit d'une secte. Ma famille est tombée dans une secte. Jean Marchand dépose plainte contre sa femme à la gendarmerie de Montflanquin. Plusieurs fois, il tente de reprendre contact avec Guylaine, en vain. Le couple finit par divorcer. Et Guylaine se replie dans le château familial. Mais le plus étonnant, c'est que tous les membres de sa famille vont la rejoindre dans une réclusion volontaire qui va durer des mois et tourner peu à peu au cauchemar. À Montflanquin, à partir de l'automne 2001, tous les membres de la famille se regroupent peu à peu au château de Martel, où ils vont désormais vivre coupés du monde extérieur. Le château de famille appartient à Charles-Henri et Christine de Védrine. Jusque-là, le couple était installé à Bordeaux, où Charles-Henri est un gynécologue réputé. Mais du jour au lendemain, à 55 ans, il cesse son activité pour se replier au château de Martel. Papa a toujours adoré son travail, a toujours aimé ce qu'il faisait et il n'y avait aucune raison qu'il arrête son travail comme ça du jour au lendemain, sans prévenir personne. Personne ne comprend cette décision. Christine, son épouse, femme au foyer, a elle aussi quitté Bordeaux pour se retirer à Montflanquin. Officiellement, elle explique à son entourage qu'elle a désormais envie de vivre au château et de s'occuper de ses terres. Mais en réalité, les membres de la famille sont persuadés qu'une menace pèserait sur les de Védrine. Car d'après Thierry Tilly, il existerait un complot contre eux. Si ces gens n'ont pas prospéré comme ils le devaient, s'ils n'ont pas l'aura qu'ils devraient avoir, c'est tout simplement parce qu'autour d'eux, et ils les regardent là au fond des yeux, les uns après les autres, les francs-maçons les empêchent de réussir. Un réseau maçonnique, mais aussi judaïque, qui menacerait le patrimoine des de Védrine. Une théorie du complot avancée par Thierry Tilly, qui trouve un écho particulier chez la famille de Védrine.
Les de Védrines sont protestants. Et il va reprendre cette qualité tout de suite pour leur dire, mais souvenez-vous, les protestants, ils ont toujours été persécutés. Il va les engluer dans un discours où il se veut protecteur et l'autre ressent un besoin de cette protection et se tient entièrement à sa dévotion. Face au danger, Thierry Tilly se glisse dans le rôle du défenseur de la famille. Il leur explique qu'il est chargé de leur sécurité, car il serait membre d'une organisation secrète censée protéger les familles nobles. Vu qu'il nous faisait croire qu'il faisait partie des services secrets, il y avait une cohérence dans tout ça. Il nous disait qu'il nous avait suivis depuis des années. À partir de ce moment-là, la famille serait totalement sous emprise. Thierry Tilly peut tout leur demander, tout exiger d'eux. Pourtant, il vit loin de Montflanquin. Thierry Tilly habite alors en Angleterre avec sa femme et ses 2 enfants. Même s'il n'était pas là, à partir du moment où il avait une communication, il disait des choses, ça durait le temps qu'on a un autre coup de fil. Donc c'était comme s'il était là. Il suffit d'un mot de Thierry Tilly pour que toute la famille se plie à ses exigences. Il leur ordonne régulièrement de passer des journées entières enfermés dans le château, les volets clos. Il leur affirme qu'il faut se protéger des journalistes que Jean Marchand aurait instrumentalisés. Il nous disait, bon ben là, journée huis clos, Jean a prévu de faire venir des journalistes. Alors c'était soit des journalistes, soit un danger quelconque, mais il y avait en particulier les journalistes. Et donc là, enfin, on n'ouvrait pas les volets de la journée. Notre vie là-bas ne pouvait pas nous paraître anormale dans l'état d'esprit où nous étions, puisque nous n'avions plus de libre arbitre de toute façon. Pourtant, ils vont être contraints de sortir de leur huis clos. Car depuis des mois, la famille, sur conseil de Thierry Tilly, ne paie plus ses impôts. Les huissiers viennent donc saisir les meubles du château. Ils partent donc s'installer à Tallade, dans une autre propriété de la famille. C'est à ce moment-là que les enfants quittent Montflanquin pour faire leurs études en Angleterre. Un déplacement, à nouveau, orchestré par Thierry Tilly. Tu pourrais peut-être aller en Angleterre, ce qui te permettrait d'être élève anglaise et de pouvoir intégrer une grande université à l'étranger. C'est vrai que quand on vous propose ça, pourquoi dire non? En quittant l'ambiance confinée de Montflanquin, les enfants pensent gagner un peu de liberté. Loin de leurs parents, ils vont en réalité vivre une autre forme de réclusion. Plus terrible encore. Les enfants de Védrines sont donc séparés de leurs parents et partent habiter à Londres dans plusieurs appartements. Tous suivent des cours d'anglais, mais ils sont sous l'étroite surveillance de Thierry Tilly, qui continue de leur faire croire que même ici, en Angleterre, ils ne sont pas à l'abri du complot qui menacerait leur famille. Alors, les 5 jeunes sont constamment sur le qui-vive. C'est Tilly qui leur dit, vous pouvez sortir, mais pas trop loin. Ne vous éloignez pas, on ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Amaury, Diane, Guillaume, François et Guillemette, tous sont sous emprise. C'est alors que Tilly les regroupe dans un même appartement. Un 2 pièces, bien trop petit pour 5 personnes. Leur quotidien va rapidement devenir difficile à supporter, d'autant qu'ils se voient déposséder, mois après mois, de l'argent envoyé par leurs parents depuis la France. Je vais chercher l'argent et je le donne directement à Thierry Tilly et il nous dit que c'est soit pour le paiement des loyers, soit pour le combat parce qu'on a un gros problème de sécurité, parce qu'on est en danger. Avec le peu d'argent que Thierry Tilly met à leur disposition, Diane, ses frères et ses cousins sont devenus pauvres, proches de la misère. On n'avait rien pour manger et c'est vrai que eux, en plus, c'était dur parce que ils n'avaient pas de déjeuner. Moi, j'avais la chance d'être à la cantine, donc je pouvais déjeuner, mais c'est vrai que
régulièrement. J'ai gardé un fruit chaque jour pour à la fin de la semaine qu'on ait un fruit chacun. En plus du manque d'argent et de nourriture, Tilly aurait alimenté la rancœur entre les uns et les autres. Tu sais, ta mère, elle t'aime pas trop, tes frères, bon, ils auraient une autre sœur, ils seraient quand même plus contents. Mais toi, t'avais pas de groupe d'amis, t'avais pas le droit de faire ça, mais ça, c'est à cause de ta mère qui t'empêchait de vivre, qui voulait te garder sous son aile et t'empêcher de vivre, donc t'empêcher de respirer. Tilly divise les enfants et les isole aussi. Ils n'ont même pas le numéro de téléphone de leurs parents. Et Thierry Tilly a aussi conditionné les parents pour qu'ils coupent tout contact avec eux. Quand on vous dit que vous êtes surveillé, que vous êtes sur écoute, que si vous ne faites pas ce qu'il vous dit, vos enfants seront touchés ou votre mari, vous finissez par obéir. C'est ce que j'ai fait. Dans la vie des enfants, il n'y a plus qu'une seule personne, Thierry Tilly. Il aurait une emprise totale sur les exilés anglais. Mais l'un des garçons, Amaury, ne supporte plus la cohabitation. Tilly va alors le séparer du groupe. Il le fait déménager dans des bureaux en plein centre de Londres, situés dans Regent Street, à 2 pas de Piccadilly Circus. Il a trouvé comme solution de me donner une mission, c'est-à-dire d'aller dans des locaux très bien placés dans le centre de Londres, des locaux de la Blue Light Foundation. Et il me disait qu'il fallait qu'il y ait une surveillance 24 heures sur 24 dans ces locaux pour des raisons de sécurité. Cette mystérieuse fondation appartiendrait à l'organisation pour laquelle travaillerait Thierry Tilly. Une organisation supranationale qui veillerait sur les pas des deux Védrines pour les protéger. Amaury est totalement isolé, il se sent désarmé et s'en remet totalement à Thierry Tilly. Thierry Tilly m'a fait comprendre qu'en fait j'étais plus ou moins déséquilibré et que donc je pouvais en profiter dans ces locaux pour écrire et que j'écrive mes états d'âme et en fait lui il les lirait et qu'on discuterait ensemble et que je passerais à autre chose. Amaury vit dans une pièce quasiment vide. Il dort par terre, dans un sac de couchage, se lave à l'eau froide dans les toilettes de l'immeuble. Seule sa sœur ou son cousin le voient pour lui apporter de la nourriture. Les semaines, les mois passent sans qu'Amaury ne réagisse. J'avais accepté cette situation parce que je considérais que j'étais pas bien. Je considérais qu'effectivement j'avais peut-être une part de moi qui était un petit peu qui était mauvaise et qu'il fallait que je purge. Il a cassé ce garçon. Il a joui sans doute de transformer ce jeune garçon en marionnette désarticulée au point de lui changer ses valeurs du bien et du mal. Si Amaury est resté dans cette pièce vide, sans jamais en sortir alors que la porte est ouverte, c'est pour prouver à Thierry Tilly qu'il est capable de se sacrifier et d'honorer ses valeurs familiales. La porte était effectivement ouverte, mais j'avais obligation de pas, ou j'avais comme ordre de ne pas sortir de cette pièce. Si je partais, je reniais ma famille, je reniais mes valeurs de courage, d'honnêteté, de sacrifice. La vie des enfants aurait pu continuer ainsi pendant des mois. Mais un événement va contraindre Thierry Tilly à changer ses plans. En réalité, s'il ponctionne l'argent des deux Védrines, Tilly ne paierait pas les loyers des appartements. Tous sont donc expulsés. Même Tilly, qui déménage alors à Oxford, où il va progressivement faire venir les enfants de Védrines et les contraindre à travailler. Oui, on travaille, sauf que notre salaire, il vient pas dans la poche. C'est-à-dire que dès qu'on l'a, il sort, il va dans la poche de Thierry Tilly. Et on garde 20 livres. Tilly fait également venir Charles-Henri et Christine de Védrines à Oxford pour qu'ils travaillent, eux aussi. Ils se retrouvent donc dans la même ville que leurs enfants, mais ont interdiction de les voir. Car selon Thierry Tilly, voir leurs enfants, c'est prendre le risque de se faire repérer par ceux qui en veulent à la famille. Un jour, pourtant, Diane aperçoit ses parents sur le pas de leur porte. Elle s'approche d'eux pour les saluer. Quand Tilly l'apprend, il est furieux. Il me passe un savon mémorable en me disant « mais tu te rends pas compte,
t'as mis en danger tes parents, toi, t'aurais pu te prendre une balle dans la tête, tu m'as fait perdre 6 mois, tu m'as fait perdre un coût énorme au niveau de la sécurité, ne refais plus jamais ça. Sous pression psychologique depuis 8 ans, les deux Védrines ne seraient plus que des marionnettes entre les mains de Thierry Tilly. Mais à Oxford, il va aller trop loin et pour la première fois, commettre une erreur. En janvier 2008, Thierry Tilly organise à Oxford une réunion avec toute la famille. Réunion qu'il présente comme étant de la plus haute importance. Thierry Tilly leur livre alors un récit extrêmement surprenant. Les deux Védrines posséderaient sans le savoir un magot caché et Thierry Tilly saurait comment le retrouver. Il leur explique que le dernier parent vivant a forcément transmis à l'un ou à l'une des siens ce qu'on appelle le code qui va permettre de trouver le compte bancaire à l'étranger sur lequel est amassé ce trésor qui ne produit que des intérêts depuis qu'il a été constitué. Les deux Védrines n'ont jamais entendu parler de ce trésor. Mais Tilly n'en démord pas et assure que Christine détiendrait le code enfoui dans sa mémoire. D'après Tilly, il faudrait l'isoler pour que la mémoire lui revienne. Il va me consigner dans ma chambre, en face donc de chez lui, une chambre qui fait 9 mètres carrés à peu près avec un matelas par terre. Il y a un matelas, une table et une chaise. Et là, il me demande d'écrire pour essayer de retrouver ma mémoire. Mais Christine ne se souvient de rien. Alors Tilly va demander au reste de la famille de participer à cet interrogatoire. Tout ça, il le fait avec le groupe familial. Et il dit aux autres membres de la famille, mais vous vous rendez pas compte, elle est détentrice de ces codes qui vous permettraient de vivre dans le plus grand confort, celui que vous méritez, elle ne veut pas vous le livrer. Débrouillez-vous, faites-la parler. Faites-la parler. Charles-Henri, son mari, Guylaine, sa belle-sœur et Philippe, son beau-frère, assurent la surveillance. Désormais, Christine est maintenue éveillée, jour et nuit, avec l'interdiction de se lever du tabouret sur lequel elle doit rester assise. Peu à peu, la tension devient extrême. Tilly a compris qu'au bout de 4-5 jours où on n'avait ni dormi, ni bu, ni que très peu mangé, on était en état de pouvoir devenir violent entre nous. Et donc il vient hurler dans l'oreille de Christine en lui disant « Enfin, c'est vous qui avez ça, quand est-ce que vous allez nous le dire ?» Enfin, ou des mots, des propos de ce type-là, très fort dans l'oreille. Et puis il lui tape dans le dos. Et du coup, nous, on explose tous. Je prends ma belle-sœur, je dis « Maintenant, dis-le, dis ce que tu as à dire, ça suffit. » Après 15 jours de supplice, Christine s'évanouit et tombe de son tabouret à bout de force. Il m'a vraiment réduite en état de sous-homme, je dois avouer, et j'en ai honte du reste. J'étais prisonnière et il m'a avilie, il a essayé de m'avilir. Mais ce huis clos familial est un électrochoc pour l'un des deux Védrines. Philippe, le beau-frère de Christine, ouvre les yeux sur la personnalité de Thierry Tilly. Il va s'opposer très violemment à Thierry Tilly en lui disant « J'ai compris, vous êtes un escroc ». Philippe décide de regagner la France. Pour la première fois, un membre de la famille de Védrines sort de l'influence de Thierry Tilly. L'édifice qu'il a construit commence à se fissurer. Quelques mois plus tard, un autre membre de la famille commence, lui aussi, à douter de Thierry Tilly, Christine de Védrines. Elle se remet peu à peu de sa séquestration et elle est sur le point de quitter Oxford. Ce qui lui ouvre les yeux, c'est le sort réservé à son fils Guillaume. Tilly l'utilise comme son larbin. Depuis des années, il l'exploite, le traite comme un moins que rien.
Un jour, j'ai un déclic. En fait, c'est mon instinct de mère qui me... Parce que je vois que Guillaume est de plus en plus calomnié. Ça, je ne le supporte plus. Ça, je vois qu'il est en danger. Là, je le ressens. Pour Christine, c'en est trop. Elle décroche son téléphone et après des années de silence, elle appelle Marie-Hélène, sa meilleure amie. Christine explique qu'elle veut quitter Roxford. Tout de suite, Marie-Hélène lui propose de l'accueillir. Quelques jours plus tard, après 8 années passées sans se voir, les deux femmes se retrouvent à la gare de Londres. Elle est dans un état lamentable. Elle boite. Elle est excessivement fatiguée. Elle a des cheveux dans un état déplorable qui dénote un état de santé. Ils n'avaient jamais vu un médecin pendant 10 ans. Et là, on va essayer de l'aider à reprendre pied dans la réalité. Ensemble, elles regagnent la France, direction Bordeaux. Sur le conseil de Marie-Hélène, Christine se rend chez Daniel Picotin, l'avocat sollicité depuis le début des années 2000 par Jean Marchand, le mari de Guylaine. C'est un spécialiste des mouvements sectaires. Devant lui, Christine dénonce les agissements de Thierry Tilly. Et là, elle m'explique tout. Elle vient avec son amie Marie-Hélène Hessel, et je comprends, si vous voulez, vraiment la souffrance et combien cette manipulation était allée bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Ce qui fait que, aussitôt, je demande audience au juge qui nous reçoit dans les 48 heures, et Christine de Védrine dépose plainte pour abus de faiblesse. Un mandat d'arrêt international est lancé contre Thierry Tilly. Mais en Angleterre, où vit Tilly, les policiers n'interviennent pas. L'abus de faiblesse n'est pas un délit reconnu en droit anglais. Les Anglais se sont toujours refusés à ce que le juge d'instruction mette les pieds en Angleterre. Face au refus de coopérer des autorités britanniques, le juge d'instruction français décide de placer Thierry Tilly sur écoute. Un jour, lors d'une conversation téléphonique, Tilly évoque un déplacement en Suisse. Les enquêteurs se mettent en relation avec leurs homologues helvétiques. Peut-être que surgonflé par son impunité jusqu'à maintenant, qui durait depuis des années, Tilly décide finalement de faire un voyage en Suisse. Le 21 octobre 2009, quand il met le pied à Zurich, il est aussitôt arrêté par la police helvétique. Thierry Tilly est aussitôt extradé. 7 mois après le retour de Christine en France, il est mis en examen, puis incarcéré à la maison d'arrêt de Bordeaux en détention provisoire. Pourtant, à Oxford, les 8 reclus qui ont appris l'arrestation de Tilly par sa famille refusent de reprendre contact avec l'extérieur. Car Tilly, qui se savait traqué depuis le départ de Christine, a tout prévu. Il avait déjà conditionné ma tante en lui disant qu'il allait sûrement se faire arrêter. Donc on est persuadé que c'est prévu. L'emprise de Tilly opère toujours, même s'il est derrière les barreaux. Car depuis près de 10 ans, les membres de la famille sont enfermés dans une prison mentale, bâtie par Tilly dans leur esprit, à coups de discussions, de reproches ou de prétendus conseils. Aucun d'entre eux ne fait la démarche de partir. Tous ont l'intention de rester retranchés à Oxford. Une opération inédite en France va alors être menée pour les libérer. En novembre 2009, les deux Védrines sont encore 8 à vivre reclus à Oxford, toujours sous emprise. Impossible de les faire sortir, sauf à les libérer du mode de pensée de Thierry Tilly. Pour cela, les experts estiment qu'il faut utiliser la bonne méthode. Vous avez un verrou psychologique qui a fait que votre cerveau est en prison mentale. Il y a une serrure, il faut déterminer où est cette serrure, et il faut que les psys ajustent la bonne clé pour tourner et ouvrir la porte de la prison mentale. Daniel Picotin, entouré de Christine et Philippe de Védrine, de Marie-Hélène et de Jean Marchand, décide de monter une opération de libération, appelée sortie d'emprise mentale.
une méthode inédite en France. 3 semaines après l'arrestation de Tilly, ils se rendent à Oxford, accompagnés d'un psychanalyste, d'un criminologue et d'un éducateur spécialisé. Leur première cible, Guillaume, le fils aîné de Charles-Henri et Christine. Le membre du groupe le plus dénigré par Tilly, et donc celui qui pourrait être le plus réceptif à leur discours. Et Guillaume va effectivement accepter de parler à sa mère. Christine de Védrine va aborder son fils, elle y va avec les mots choisis, elle est bordée, si vous voulez, de spécialistes de la santé mentale, et là, le miracle se produit, le déclic s'opère. Grâce au travail des psychologues, Christine a réussi à ouvrir les yeux de son fils sur le vrai visage de Thierry Tilly. Fort de ce premier succès, l'équipe se rend alors dans la maison d'Oxford, où les 7 autres membres de la famille vivent toujours reclus. Il y a là Guillemette, la grand-mère, Charles-Henri, Diane et Amaury, Guylaine et ses 2 enfants. Mais ils vont refuser de sortir. Guylaine Marchand, on vient la chercher. Elle met son nez à la fenêtre, un visage de furie. Et tout d'un coup, elle voit Jean Marchand. Elle est donc sûre que les forces du mal sont revenues et que Tilly avait raison. Et donc elle referme les volets de cette fenêtre en disant « Je ne veux plus vous voir, foutez le camp, vous n'allez pas me faire tomber dans ce piège ». Daniel Picotin et son équipe reviennent en France, avec Guillaume, le seul qui a accepté de les suivre. Ils se remettent alors au travail, peaufinent une nouvelle stratégie avant d'aborder à nouveau les reclus d'Oxford. 1 mois plus tard, une seconde opération est menée, car cette fois-ci, les spécialistes ont avec eux la preuve écrite que Tilly a menti. Ils avaient la déposition de Thierry Tilly qu'il avait faite au juge quand il s'était fait arrêter, où il parlait de nous en termes qui étaient aux antipodes, mais vraiment aux antipodes de la relation qu'on avait avec lui. Il nous disait qu'on était des êtres gluants, collants, qu'on l'avait ruiné. On se rend compte qu'on s'est fait avoir. Et après, il y a le réveil, c'est-à-dire que si on s'est fait avoir, ça veut dire que tout ce qu'on a fait pendant 10 ans, c'était rien, c'était du flan. Tous déposent aussitôt plainte devant la justice française. Charles-Henri repart immédiatement en France avec Christine. Les autres, eux, vont progressivement quitter l'Angleterre. Très vite, ils comprennent quel était le but de Thierry Tilly, les dépouiller. Car une fois libérés, les de Védrine découvrent avec stupéfaction que Tilly les a complètement ruinés. Thierry Tilly n'a pas manipulé une famille au hasard. En 2000, quand il rencontre les de Védrine à Montflanquin, ils sont millionnaires. 9 ans plus tard, leur patrimoine a totalement disparu. L'enquête des policiers met en lumière l'ampleur de l'escroquerie. C'est un dossier qui est hors norme par la durée des exactions qui ont été commises au préjudice de la famille de Védrine, ainsi que par l'importance du préjudice, qui est évalué à peu près à 4 500 000 €. 4,5 millions d'euros qui se sont envolés. Grâce aux investigations d'enquêteurs spécialisés en matière financière, la justice a pu établir comment Thierry Tilly aurait procédé pour arnaquer cette famille. D'abord, Tilly les persuade qu'il est un excellent gestionnaire de patrimoine. Une fois devenu leur conseiller, il les convainc de transférer leur épargne à l'étranger. Il va leur dire « Votre patrimoine est en danger. Il faut donc le mettre à l'abri. Vite, vite. Et pour le mettre à l'abri, il faut le mettre à l'étranger. Et vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. » Et à partir de cet instant commence le long mais efficace pompage des comptes des uns et des autres. En 2000 et 2001, les enquêteurs constatent que les de Védrine transfèrent près de 2 millions d'euros à l'étranger. Une fuite des capitaux qui se poursuit les années suivantes, jusqu'au dernier euro. Devant le juge d'instruction de Bordeaux, Thierry Tilly affirme que les de Védrine ont volontairement transféré cet argent
dans un but d'évasion fiscale. Mais l'enquête permet de démontrer que l'argent a bel et bien été transféré sur des comptes de Thierry Tilly. Après l'épargne de la famille, les policiers identifient une deuxième étape dans l'escroquerie. Tilly se serait attaqué au patrimoine immobilier des deux Védrines. Il aurait même réussi le tour de force de leur faire vendre le château de famille. Toutes les personnes, entre parenthèses, qui sont recluses, vendent leur maison d'habitation et les fonds provenant de ces ventes sont donc affectés à Thierry Tilly. Et on en arrivera au paroxysme de cette spoliation qui est la vente du château de Martel. Le tour de passe-passe a été effectué en janvier 2008, au moment précisément où a lieu la séquestration de Christine de Védrine à Oxford. Une séquestration qui aurait eu pour but de leur faire perdre leur discernement. Dans cet état, Charles-Henri de Védrine, le propriétaire du château, ne s'est rendu compte de rien. On était comme un zombie à pas dormir pendant 15 jours. Et à la fin de ces 15 jours, on m'emmène à Londres pour sauver Martel, pour signer un prêt sur garde chez un vrai notaire, là, cette fois-ci. Et là, je me dis, c'est bien, on a sauvé Martel. Grâce à ce prêt sur gage qu'il leur a fait signer, la famille obtient un prêt de 460 000 €. Une somme que Thierry Tilly aurait aussi subtilisée. La famille n'ayant aucun moyen de rembourser ce prêt, le château change de propriétaire. Plus de château, plus de maison, plus d'appartements. Leurs meubles saisis ou mis aux enchères. Même les bijoux ont été vendus. Il ne reste donc rien du patrimoine des deux Védrines. Au total, plus de 4,5 millions d'euros se sont envolés. L'ennui pour les enquêteurs, c'est que sur les comptes bancaires de Tilly, ils ne retrouvent pas l'intégralité de cette somme. Moi, je n'ai aucun élément dans le dossier qui me permette de penser que Thierry Tilly a le reste de l'argent. S'il avait été intéressé par l'argent, s'il avait été intéressé par les biens matériels, on aurait retrouvé, je pense, sur 8 ans, la trace d'une envie de profiter de ces biens matériels. Où est donc passé l'argent des deux Védrines? Les policiers découvrent alors que Thierry Tilly n'était peut-être pas seul. Un autre homme aurait profité de l'argent de la famille. Un homme de Londres, que Tilly présente comme son patron. Lors des écoutes téléphoniques, les policiers découvrent que Thierry Tilly appelle quasiment tous les jours un homme, un certain Jacques Gonzalez, qu'il présente comme son patron. Un patron à qui les deux Védrines auraient donné de l'argent. De 2002 à 2008, Guillaume, François, Diane et Guillemette affirment être venus régulièrement à Paris pour apporter des enveloppes contenant de l'argent en espèces, porte de Champéret. Les allers-retours Paris-Londres, j'ai dû en faire 2. C'était pour déposer soit des valises, soit des enveloppes à un monsieur, pour qu'il les donne à monsieur Gonzalez. Des voyages de ce type, les enfants de Védrine déclarent en avoir fait une trentaine. Les policiers estiment que sur les 4,5 millions d'euros dérobés à la famille de Védrine, Jacques Gonzalez en aurait reçu 1,5 million. Thierry Tilly va être destinataire d'une certaine partie de cet argent, mais il n'en demeure pas moins qu'il va redistribuer une très grande partie de cet argent à Jacques Gonzalez. Interpellé en juin 2010 et mis en examen pour complicité et recel, Jacques Gonzalez est placé en détention provisoire. Mais au bout de quelques mois, ce retraité de 65 ans est libéré pour raison de santé. Il est alors placé sous contrôle judiciaire. Jacques Gonzalez a accepté de nous recevoir chez lui à Paris pour répondre de ses accusations. Il reconnaît avoir touché de l'argent des deux Védrines, mais dément la somme d'1,5 million d'euros. Je
pense que j'ai reçu un certain nombre d'années, entre 300 et 400 000 euros à peu près. En 10 ans? Ben, ça a démarré en 2002, je crois, quelque chose comme ça, 2003, et ça s'est terminé en 2009. Donc ça fait 6 ans. Voilà. Cet argent serait destiné à la Blue Light Foundation, la fondation de la Lumière Bleue, une association humanitaire que Jacques Gonzalez a créée en 1999 et dont il est le président. Mais cette fondation n'a jamais réalisé le moindre projet. Jacques Gonzalez nous a déclaré que cet argent était destiné à cette fondation pour financer des projets humanitaires, mais c'était totalement illusoire car aucun centime de ces 1,5 million d'euros n'est parvenu sur le compte de la fondation, mais au contraire est arrivé sur les comptes bancaires de Jacques Gonzalez. Jacques Gonzalez aurait-il détourné ses fonds à son profit? Lui affirme que si sa fondation n'a concrétisé aucun projet, c'est parce qu'elle aurait manqué de moyens. Et là, aujourd'hui, elle n'a pas fait encore d'action humanitaire puisqu'on n'avait pas suffisamment de trésorerie pour la mettre en place. Tout simplement. Même avec les 300 ou 400 000 euros qu'on... Mais non, vous ne démarrez pas une fondation avec 300 ou 400 000 euros. Parce que la fondation, par essence, elle doit aider les gens. Pour aider les gens, il faut bien qu'on nous achetons des opérations industrielles ou peu importe quoi pour générer de l'argent. Parce que si nous mettez 100 000 euros dans une fondation, ça ne va pas durer longtemps. Donc tant qu'on n'avait pas une somme suffisamment importante, on ne peut pas actionner la fondation, tout simplement. Les centaines de milliers d'euros reçus par Jacques Gonzalez auraient donc été insuffisants pour lancer sa fondation. Pourtant, cet ancien commercial dans l'import-export d'automobiles semblait mener grand train. C'est ce que découvrent les policiers quand ils perquisitionnent chez lui en 2010. Si la fondation est vide, lui, il a les mains pleines. Et il se les remplit, mais alors avec gourmandise, grâce à l'argent que Tilly récupère chez De Védrine. Et donc on va entendre cet inventaire du riche, qui va s'offrir 84 000 euros de costumes de marque, des montres de très grande marque, des grands vins. Au cours de cette perquisition, les policiers découvrent également 120 000 euros en espèces. S'il reconnaît avoir utilisé cet argent à son profit, Jacques Gonzalez assure ne pas être au courant de la manipulation de Thierry Tilly sur la famille De Védrine. Au moins, ils avaient des accords entre eux pour faire des opérations mobilières et autre chose. Et comme il m'a dit, moi je te donne des bénéfices dégagés. Je dis, bah, très bien. J'ai jamais poussé Tilly à faire quoi que ce soit. Et encore une fois, si j'avais su que ça se passe comme ça, j'aurais coupé immédiatement les ponts. Immédiatement. On aurait stoppé. Soit on aurait fait autrement, soit on aurait stoppé la fondation, etc. Bien sûr. L'homme rejette donc toute responsabilité dans cette affaire. Mais qui manipule qui? Car Thierry Tilly assure que son patron était informé de tous ses faits et gestes. Après 3 ans d'instruction, en 2012, les 2 hommes sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Thierry Tilly pour abus de faiblesse, séquestration et violence sur personnes vulnérables à l'encontre de 11 membres de la famille De Védrine. Et Jacques Gonzalez pour recel et complicité d'abus de faiblesse. Qui, parmi ces 2 hommes, est le cerveau de toute cette affaire? La justice va devoir trancher. C'est un procès très attendu qui s'ouvre à Bordeaux fin septembre. Cet homme, Thierry Tilly, comparé depuis ce matin devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour abus de faiblesse. On va parler de la manipulation mentale, bien sûr, mais on va surtout parler d'un escroc. Pour la famille De Védrine, l'heure des explications est arrivée. Elle veut savoir qui de Tilly ou Gonzalez est responsable de ces malheurs. La défense de Thierry Tilly est simple. Il affirme que Jacques Gonzalez, dans l'ombre, aurait orchestré cette manipulation. Il en veut pour preuve les conversations téléphoniques entre lui et Gonzalez, enregistrées par les policiers. Qu'est-ce qu'on découvre sur ces conversations? On découvre un Thierry Tilly complètement apeuré.
On découvre un Thierry Tilly aux ordres de Jacques Gonzalez. Dans une écoute, voici ce que Jacques Gonzalez déclare à Thierry Tilly en juillet 2009. Moi, je vais lâcher les chiens. J'en ai plein le cul de ces gens-là, c'est clair? Et maintenant, je veux que le fric rentre. C'est clair aussi, ça? Selon l'avocate de Jacques Gonzalez, ces propos seraient sortis de leur contexte. Le retraité conteste formellement être le donneur d'ordre de Thierry Tilly. Jacques Gonzalez ne donne pas des ordres à Thierry Tilly dans ses écoutes, il s'informe d'une situation. Il faut quand même garder en mémoire que Thierry Tilly a fait miroiter à Jacques Gonzalez la possibilité de récupérer pas mal d'argent pour la fondation. Et à un moment donné, l'argent arrive beaucoup moins. Donc Jacques Gonzalez s'étonne un peu du retard que prennent les choses. Une répartition des rôles que partage le procureur Belley. Pour lui, il n'y a pas de doute. Thierry Tilly serait bien l'instigateur de la manipulation et Jacques Gonzalez ne serait qu'un figurant. Thierry Tilly s'est servi de cette personne et cette fondation pour continuer à pouvoir soutirer l'argent aux de Védrine en faisant passer Jacques Gonzalez comme son patron. Et en fait, cette histoire de fondation n'est qu'un leurre, une pièce du plan diabolique de Thierry Tilly pour continuer à maintenir l'emprise mentale de la famille de Védrine et pouvoir continuer à leur demander de l'argent. Thierry Tilly serait donc bien le principal bénéficiaire de cette manipulation. Mais il reste un mystère. Qu'a-t-il fait des 3 millions d'euros dérobés à la famille de Védrine, qui reste introuvable? Je crois que la réussite de l'escroc, c'est de laisser planer un doute sur le trésor qu'il a fait échapper. On est en train tous de se dire, mais où est passé l'argent? Je suis persuadé qu'ils en ont dépensé beaucoup, surtout Jacques Gonzalez. Ça, la vie, il l'aime. Donc pour mener la vie qu'il a menée, il en fallait sans doute beaucoup. Bon, moi je pense qu'il y en a de planqués. Mais où? Personne ne saura jamais. Le procureur a finalement requis 10 ans d'emprisonnement contre Thierry Tilly et une interdiction à vie de diriger une entreprise. Il a également demandé une peine de 5 ans de prison, dont 1 an de sursis, à l'encontre de Jacques Gonzalez et l'obligation d'indemniser les victimes. Le jugement a été mis en délibéré au 13 novembre. Aujourd'hui, sortis de l'emprise mentale de Thierry Tilly, les de Védrine tentent de se reconstruire. Guylaine et Jean Marchand se sont remariés. Christine et Charles-Henri ont encore l'espoir de récupérer un jour le château de Martel. Mais au-delà des pertes matérielles et financières, ils ne pourront jamais récupérer les 10 ans de leur vie passés sous la coupe d'un manipulateur.